Salut les 4 SA. Bon ben voilà, on est dans des conditions un petit peu particulières. Avec la pandémie, j'ai pensé que ça serait pas mal de vous donner quand même quelques petits cours en version condensée que je vais faire ici chez moi. Donc bienvenue dans mon salon. Euh, et on commence un nouveau chapitre en fait. On venait de terminer toute la partie qui concernait l'énergie thermique et maintenant on change totalement de sujet et on passe à la pression hydrostatique. Alors, avant de commencer le cours vraiment, ce que je vous propose de faire, c'est une petite expérience vous-même. Pour ça, vous avez besoin d'un sachet, alors il faut qu'il soit étanche, hein, par exemple un sachet de congélation, et vous allez dans votre cuisine, vous remplissez l'évier, vous mettez votre main dans le sachet, et ensuite vous plongez votre main emballée dans l'eau. Alors vous vous arrangez pour que l'eau ne rentre pas dans le sachet, hein, évidemment. Et là, vous allez avoir une sensation un peu particulière. Évidemment, vous avez déjà mis vos mains dans l'eau, vous savez ce que c'est, mais peut-être que vous ne l'avez jamais fait en utilisant des gants ou en mettant votre main dans un sachet. La particularité ici, c'est qu'on ressent vraiment bien qu'il y a quelque chose qui nous appuie sur la surface de la main, alors que d'habitude, on a l'eau qui nous mouille, on a la température de l'eau, qui sont peut-être les sensations qu'on remarque le plus. Ici, vous ressentez vraiment quelque chose bien mieux que d'habitude, c'est la pression. Alors justement, la pression, on va la définir. La pression, qu'on note petit p, ça correspond à une force appliquée à une certaine surface. Donc la pression, c'est le rapport entre une force et une surface. La force, maintenant, vous le savez, ça s'exprime en newton, et la surface, si on est dans le système international d'unité, ça s'exprime en mètres carrés. Par conséquent, la pression devrait s'exprimer en newton par mètre carré. Que je pourrais encore noter newton fois mètre exposant moins 2. Bon, en fait, on n'utilise pas cette unité en pratique, on en définit une nouvelle qui s'appelle le pascal et qui correspond exactement à des newtons par mètre carré. Et cette unité se note PA. Bon, eh bien, on va le définir tout de suite. Le pascal, ou du moins 1 pascal, c'est la pression qui est exercée par une force de 1 newton sur une surface de 1 mètre carré. Alors, pour vous quand même vous donner une petite idée de la chose, 1 pascal, c'est une pression hyper faible. Ici, rien qu'en étant à la surface de la Terre, on a déjà une pression atmosphérique. Cette pression, elle est due à la colonne d'air qu'on a au-dessus de notre tête. Et cette pression, elle vaut 101 325 pascal. Donc c'est beaucoup plus que 1 pascal. La pression atmosphérique, on va souvent en parler, et on va la noter P0. Et je viens de dire que P0 valait 101 325 pascal, du moins lorsqu'on est dans les conditions normales de température et de pression. Il se trouve que la pression atmosphérique peut varier d'un jour à l'autre avec la météo notamment. Alors le pascal, ce n'est pas la seule unité qu'on utilise pour parler de pression. Il y a d'autres unités qui ne font pas partie du système international, mais qui sont néanmoins usuelles, notamment en chimie. On peut citer l'atmosphère. Donc 1 atmosphère, justement, c'est 101 325 pascal. Une autre unité de pression qu'on utilise assez régulièrement, c'est le bar. Peut-être que vous avez déjà vu ça sur les cadrans d'affichage de pompes pour gonfler un pneu de vélo ou un ballon, par exemple. Et alors, un bar, ça correspond à 100 000 pascal. Donc, on voit qu'un bar, ça c'est à peu près un atmosphère, mais pas tout à fait. Donc, il faut quand même pouvoir faire la distinction entre les deux. On se servira de cette unité à l'occasion. Et puis, on en a une autre encore, qui est le millimètre de mercure, qu'on peut aussi appeler le torr. Et alors là, il faut savoir qu'un atmosphère correspond à 760 mm de mercure. Donc là, ce sont des conversions qu'on va être amené à faire régulièrement en fonction des exercices.
Alors, tant que j'y suis dans mes unités, il y a quelque chose qu'on a fait quand même assez régulièrement jusqu'à maintenant, c'était essayer de décomposer en unités de base du système international toutes les autres unités qu'on a définies. Par exemple, on a fait ça pour le watt, on a fait ça pour le joule, ben maintenant on va le faire pour le pascal. Alors, on vient de voir que le pascal correspondait à des newtons mètres exposant -2. Sauf que le newton, ben, on peut le décomposer en des unités de base, c'est-à-dire en mètres, en kilogrammes et en secondes. Alors pour ça, on va se servir d'une formule, peu importe laquelle, on va prendre la formule la plus simple que l'on connaisse. Par exemple ici, on sait que la force poids, c'est égal à la masse multipliée par l'accélération gravifique, avec la masse qui est en kilogrammes, et l'accélération gravifique qui est en mètres par seconde ou carré, que je pourrais aussi noter mètres seconde exposant -2. Donc on voit que 1 newton, c'est un kilogramme mètre seconde -2, et on va réutiliser tout ça et l'insérer dans l'autre formule. Donc je vais remplacer n par tout ceci. On obtient alors des kilogrammes mètres seconde -2, que l'on multiplie par des mètres exposant -2. Et on va pouvoir rassembler, donc on a toujours des kilogrammes. Ici, des mètres exposant 1 fois des mètres exposant -2, ça va faire des mètres exposant -1, et il nous reste des secondes exposant -2. Voilà, on en a terminé pour tout ce qui est définition et unité, et on va maintenant passer à une expérience. Alors, pour cette expérience, j'ai besoin d'un manomètre. Un manomètre, c'est un appareil qui va me permettre de mesurer la pression. Il s'agit d'un manomètre digital, et on voit que la pression ici est exprimée en millibars. Donc si je veux pouvoir les transformer en pascal, il faudra faire une petite conversion. Ce manomètre, il va me servir à mesurer la pression à un endroit donné grâce à un tuyau. Alors ici, j'ai préparé un récipient. Ce récipient est rempli d'eau et j'ai gradué le récipient tous les 2 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la pression à toutes ses profondeurs. Alors on va commencer à 0 cm de profondeur, donc je fais à peine toucher la surface et on voit qu'on a 1014 millibars. On va à 2 cm plus bas, 1015 millibars. 4 cm, 1018. 6, 1019, et ainsi de suite. Bon, j'en ai terminé avec le dispositif expérimental. Maintenant, on va tracer un graphique qui décrit le comportement de la pression, l'évolution de la pression en fonction de la profondeur. On vient donc de réaliser l'expérience. J'ai refait un petit schéma ici pour qu'on y voit un peu plus clair, avec le manomètre, le récipient rempli d'eau, le tuyau que l'on fait descendre, et donc le paramètre que l'on va faire varier, c'est H, la hauteur de la colonne d'eau à partir donc de la fin du tuyau. Autrement dit, la profondeur. Donc j'ai indiqué ici toutes les valeurs de profondeur, et ici toutes les différentes valeurs de pression que j'ai pu mesurer durant mon expérience. Bon, je suis en physique, donc mon dada, c'est les unités du système international. Ça veut dire qu'il va falloir que je change tout ça. Et il faut que je refasse de nouvelles colonnes. Donc mon but, c'est toujours de faire H et P, sauf que les unités du système international, bah, ça va être le mètre pour la hauteur, et pour la pression, ça va être le pascal. Bon alors, pour ce qui est de la hauteur, pas trop de difficultés, il suffit de diviser par 100. Pour la pression, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc ici, on a des valeurs qui sont en millibars. Si je veux passer du millibar au bar, dans un bar, il y a 1000 millibars. Donc si je veux passer du milli au bar, il faut que je divise par 1000.
Et puis, on se souvient que 1 bar, c'est égal à 100 000 pascal. Donc ça veut dire qu'une fois que je passe du bar et que je veux aller vers le pascal, il faut que je fasse fois 100 000. Autrement dit, j'ai fait diviser par 1000 fois 100 000, donc en fait il va falloir que je prenne toutes mes valeurs ici et que je fasse fois 100, donc il suffit de rajouter 2 zéros. Voilà. Donc j'ai maintenant tous les résultats à mettre dans mon graphique et je souhaite faire un graphique de la pression en fonction de la profondeur H. Donc maintenant mon graphique est tracé, j'ai bien fait pression en fonction de la hauteur, mes points sont mis, j'ai tracé une droite de tendance. Alors on voit que effectivement ça suit une tendance qui est bien linéaire, donc déjà ça c'est intéressant. Et puis on va pouvoir tirer quelques informations hors de ceci, à savoir la pente et l'ordonnée à l'origine. Alors pour la pente, il faut que je prenne 2 points de la droite. Donc on va dire ce point-ci par exemple. Et puis pourquoi pas ce point-là. Ce point-ci ce sera le point 2 et celui-là le point 1. La pente ça va être y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc il faut maintenant que je prenne les valeurs que j'ai ici. Je vais aller les rechercher sur les axes, les introduire là-dedans et déterminer ma pente par calcul. Alors ici, en faisant mon petit calcul, j'obtiens 9714. 9714, oui, mais il me faut des unités. Donc il s'agit de pascal, delta y, divisé par des mètres, donc des pascals par mètre. L'ordonnée à l'origine, elle se lie directement sur mon axe, c'est l'endroit où ma droite de tendance va venir couper mon axe dy. Donc là, je suis à 101 340 pascal. Voilà. Donc on va pouvoir écrire l'équation de la droite maintenant. L'idée c'est que l'équation d'une droite c'est y qui est égal à ax plus b avec y ce qu'on a mis sur l'axe dy, x ce qu'on a mis sur l'axe dx, a la pente et b l'ordonnée à l'origine. Donc ici je pourrais dire que la pression c'est égal à 9714 fois la hauteur, ici la profondeur, plus l'ordonnée à l'origine, 101 340 pascal. Bien. Alors ici, il faut évidemment se rendre compte que je ne travaille pas dans les meilleures conditions possibles. Je n'avais pas de l'eau distillée à disposition, on est chez moi, on n'est pas au laboratoire. Et donc tout ça, ça va jouer sur l'équation qu'on a obtenue. Alors je vais la réécrire et puis je vais la transformer un petit peu pour vous dire ce que j'aurais dû obtenir si j'avais pu faire l'expérience dans les meilleures conditions possibles. Alors, nous on a obtenu que la pression c'était 9714 fois H, la hauteur de la colonne d'eau, plus 101 340.
Alors, imaginons le cas où H aurait pour valeur 0. Ça reviendrait à dire que nous n'avons pas encore mis le tuyau sous la surface de l'eau. Et pourtant, on obtient quand même une pression qui n'est pas nulle. On aurait 101 340. Bien, cette pression, c'est simplement la pression qui est due à l'atmosphère qui nous entoure, et donc c'est la pression atmosphérique aujourd'hui. P0. Et puis ce terme-ci, il va varier en fonction de la profondeur à laquelle on met le tuyau sous la surface de l'eau. Et cette partie-là, on va l'appeler la pression hydrostatique. Autrement dit, la pression qui est due à la colonne d'eau au-dessus de ma sonde. Alors je vous ai dit qu'on n'avait pas travaillé dans les meilleures conditions possibles, mais si on avait pu travailler vraiment dans des conditions parfaites, on n'aurait pas obtenu 9714 comme pente, mais plutôt 9810. Et donc je peux tout réécrire, P est égal à 9810 fois H plus P0. Alors 9810, c'est pas n'importe quel nombre, ça correspond à 1000 fois 9,81. Eh bien, 9,81, vous le reconnaissez, c'est petit g, l'accélération gravifique, et 1000, il s'agit en fait de la masse volumique du liquide. Ici, on a travaillé avec de l'eau, et donc on a une masse volumique qui devrait être de 1000 kg par mètre cube. Donc on peut généraliser tout ça et dire que la pression ressentie sous une certaine surface d'un liquide, ça correspond à la masse volumique du liquide multipliée par l'accélération gravifique, qui est ensuite multipliée par la hauteur de la colonne d'eau, mais il faut en plus ajouter à tout ça la pression de la colonne d'air qui se trouve au-dessus de la colonne d'eau. Ça, c'est la pression totale, ça, c'est la pression atmosphérique, et ça, c'est la pression due au liquide, c'est la pression hydrostatique. Donc ça, c'est une formule qu'il va falloir connaître et que l'on va utiliser régulièrement dans nos exercices par la suite. Alors là, je suis en train de vous dire que j'ai une pression qui est du coup exprimée en Pascal, c'est égal à ρGH, plus encore une autre pression qui elle aussi est en Pascal. Donc pour bien faire, il faudrait que tout ceci corresponde également à des pascals. Donc ça, on va le vérifier rapidement avec une petite équation en unités. Donc on se souvient que des pascals, ce sont, d'après une des premières choses qu'on a fait dans ce cours, ce sont des kilogrammes, mètre moins 1, seconde moins 2. Bien. Alors je réécris. Kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 2. Et puis maintenant, je vais faire l'équation en unités de cette partie-ci. Alors, ρ, la masse volumique, elle est exprimée en kilogrammes par mètre cube. G, accélération gravifique, mètre par seconde au carré. Et H, la profondeur, ou la hauteur de la colonne d'eau, en mètres. Bon, on rassemble tout ça, ça nous fait des kilogrammes, et puis des mètres fois des mètres sur des mètres au cube, ça va bien faire des mètres exposant moins 1. Et puis on a des secondes au carré qui se trouvent au dénominateur, donc des secondes moins 2. Et on voit bien qu'on a une correspondance entre nos unités. Donc le Pascal correspond bien aux mêmes unités que ρGH. Du moins, ici, du point de vue des unités, je peux dire que mon équation est correcte. Bon, je vous propose maintenant d'imaginer quelques applications pratiques de tout ça. Imaginons le cas d'un plongeur. Alors un plongeur, lorsqu'il est sous la surface et qu'il utilise des bonbonnes de dioxygène, eh bien, il va expirer de l'air et il va expirer sous forme de petites bulles. Alors les bulles, lorsque elles sont à une profondeur importante, elles sont soumises à une pression importante. Donc c'est ce qu'on voit ici, pression est égale à ρGH plus P0. Lorsque on considère cette bulle-ci, H
est important, parce qu'on est très bas sous la surface. Et au fur et à mesure que les bulles vont remonter, eh bien, si on suit une seule bulle, on voit qu'elle va devenir de plus en plus grosse au fur et à mesure qu'elle remonte vers la surface. Alors à quoi est-ce que c'est dû? Grâce à P égale ρgh plus P0, on sait que plus la bulle remonte, plus le terme H devient petit. Et si H devient petit, alors la pression à ce niveau-ci est plus faible que la pression à ce niveau-là. Mais comment est-ce que tout ça est lié au volume de la bulle? Alors, je vous propose d'imaginer une expérience que vous avez peut-être déjà faite, c'est de prendre une seringue dont vous bouchez l'extrémité. J'ai ma seringue qui est bouchée, j'ai mon piston, et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer de plus en plus sur le piston. Qu'est-ce qui va se passer? Je dois fournir un effort de plus en plus important pour réussir à écraser l'air qui est piégé dans la seringue. Au moment où j'ai mon pouce qui est le plus approché de l'extrémité, on a une pression qui est très élevée à l'intérieur de la seringue. Et puis si je retire mon pouce, qu'est-ce qui va se passer? Le piston va remonter tout seul, la pression à l'intérieur de la seringue va diminuer, et si le piston a reculé, ça veut dire que le volume a augmenté. C'est exactement la même chose dans le cas de la bulle. On a ici un petit volume d'oxygène, enfin d'oxygène ou d'air plutôt, qui est soumis à une forte pression, et quand la pression sur ce même volume diminue, eh bien alors le volume va pouvoir augmenter. Donc on a une balance entre les deux, et on remarquera par la suite que le produit d'une pression et d'un volume est en fait une constante. Donc grande pression, petit volume, petite pression, grand volume, on aura l'occasion d'en reparler. Alors quelques autres petites applications qu'on pourrait citer. Imaginons une surface d'eau qui est retenue par un barrage. Voilà. Donc j'ai mon barrage qui est ici, la retenue d'eau qui est là, et on remarque que les barrages, généralement, ils sont construits de manière à ce que la base du barrage soit plus large que la partie supérieure. Eh bien, c'est dû encore à notre fameuse formule P est égal à ρ g h plus P0. Si je compare la pression à cet endroit-ci à la pression à cet endroit-ci, par exemple, eh bien, on voit que la hauteur dans les deux cas n'est pas la même. Donc là, on peut dire que c'est la hauteur en A, là, la hauteur en B. H en A est plus petit que H en B, et donc d'après cette formule-là, on peut dire que la pression en A sera plus petite que la pression en B, et donc ça explique pourquoi ici on a besoin d'une large base sur le barrage, tout simplement pour pouvoir compenser la forte pression qu'on a dans le fond de la retenue d'eau. Voilà qui conclut ce premier cours. Je vous laisse maintenant quelques exercices dans la description de la vidéo avec les réponses finales. Si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à les laisser dans les commentaires ou à me contacter sur le groupe Messenger qui a été constitué au début des mesures. À vous de jouer.